Yves Bourdillon, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service international Les Échos. Bonsoir William Tay. Bonsoir. Vous êtes président du cercle de réflexion Le Millénaire. À vos côtés, Geoffroy-Antoine, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Boulevard Voltaire. On va revenir dans un instant sur le cap affiché par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui promet de lutter contre l'insécurité, notamment liée aux personnes en situation irrégulière. On en parle dans un instant, on en débat. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Mathieu Devez. Le Parlement a adopté le premier volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat par un ultime vote du Sénat. Il comprend notamment une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% ou encore le triplement du plafond de la prime Macron pouvant être versée par les employeurs. Le texte prévoit au total 20 milliards d'euros de dépenses. Deuxième nuit de violence urbaine à Limoges, des affrontements entre des dizaines de jeunes encagoulés et les forces de l'ordre dans un quartier sensible de la ville. Un CRS a été légèrement blessé par un tir de mortier et 2 individus interpellés. Et dans la nuit de lundi à mardi, 3 voitures ont été brûlées lors de premiers affrontements entre les forces de l'ordre et une quarantaine d'individus. Une sécheresse de plus en plus marquée sur le territoire, plus aucun département n'y échappe. La France a connu aujourd'hui la journée la plus chaude du 3e épisode caniculaire depuis juin. Les températures ont frôlé les 40 degrés dans le sud-ouest et à Paris. La mairie appelle les habitants à faire attention à leur consommation d'eau sans aucune inquiétude pour l'instant concernant l'approvisionnement en eau potable. Et on revient tout de suite sur le cap affiché par le ministre de l'Intérieur en matière de lutte contre l'insécurité. Il promet, je le cite, une lutte intraitable contre les délinquants étrangers. Le ministre de l'Intérieur détaille dans les colonnes du Figaro son cap donc et il annonce le report du projet de loi immigration dont l'examen devait commencer au Sénat en octobre, remplacé désormais par un grand débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Gérald Darmanin qui sera l'invité de Loïc Signor sur CNews demain matin à partir de 8h15. Une interview à ne pas manquer donc et Loïc Signor qui reviendra bien évidemment sur cette question des délinquants étrangers. On le rappelle, en chiffres, les étrangers représentent 7% de la population française et ils commettent 19% des actes de délinquance. C'est ce que dit Gérald Darmanin dans les colonnes du Figaro. À Lyon notamment et à Paris, respectivement, 39% et 48% des actes de délinquance sont le fait d'étrangers. Refuser de le voir, ce serait nier le réel, dit Gérald Darmanin. Il est temps de prendre ce problème à bras-le-corps, finalement, Yves Bourdillon. Évidemment, à vrai dire, ces chiffres ne datent pas d'aujourd'hui et on peut s'étonner peut-être qu'un certain nombre de dirigeants ne l'aient pas évoqué plus tôt, mais enfin, on va être pragmatique et se dire très bien, on aborde ce problème. Donc, du coup, la conséquence logique, c'est la double peine qui pose un petit problème de droit, effectivement, puisqu'on va punir un étranger délinquant non seulement pour son crime ou son délit, mais ensuite, on va l'expulser, mais il faut reconnaître qu'à vrai dire, tous les pays du monde pratiquent cela. Je serais curieux de connaître les pays où on n'expulse pas les délinquants étrangers. Enfin, cette double peine, à mon avis, est pratiquée très très largement. Peut-être le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui sont des pays plutôt favorables à une immigration assez large. Et encore, je ne suis pas sûr. Donc, c'est normal d'aborder ce problème, enfin. Alors maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur sur lequel il donne des axes dans cette interview qui sont intéressants, cette expulsion, le fait que l'excuse de minorité, etc. En même temps, c'est quand même un ministre, évidemment, j'ai un petit souci, c'est-à-dire qu'il nous a, avec le Stade de France où il nous avait raconté l'histoire des 40 000 supporters britanniques qui avaient disparu, est-ce que sa parole est à prendre à 100% Voilà, c'est la crédibilité de sa parole qui pose question un petit peu au passage sur ce dossier. Alors avant de revenir peut-être sur la crédibilité de la parole de Gérald Darmanin, de revenir aussi sur la façon dont ces délinquants étrangers seraient pris en compte à présent, peut-être un mot sur la forme, puisque s'il y a un report du projet de la loi immigration, William Tay, l'examen devait commencer en Sénat en octobre, mais il est remplacé par un
grand débat. Ça veut dire que Gérald Darmanin joue la concertation finalement sur cette question. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Il y a plusieurs choses. C'est d'une part, il joue la concertation parce qu'on est assisté à un changement de régime avec les dernières élections législatives, mais surtout en fait c'est parce que son projet de loi immigration était insuffisant et qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que son projet de loi d'immigration ne permettait pas de répondre aux véritables enjeux sur comment on fait pour stopper les flux migratoires et pour que la France choisisse davantage l'immigration qu'elle la subisse. Quand il évoque et il dit qu'il y a un lien entre l'immigration et la sécurité, effectivement, il a raison, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais est-ce que ces différentes mesures permettent en fait de répondre à ces enjeux-là ? Sur le papier, il affiche des bonnes intentions et on peut toujours se féliciter quand les politiques affichent une volonté politique de résoudre un problème. Seulement, il faut lier la parole avec les actes. Et sur ça, il y a différentes problématiques. C'est parce que Gérald Darmanin ne doit pas être tout seul en fait, pour régler le problème migratoire. Il y a une question qui est affichée par le ministère de l'Intérieur. Il y a une question aussi qui est un arsenal législatif, dans la mesure où la France est victime d'un carcan législatif qui l'empêche d'agir. C'est-à-dire, est-ce que Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, contestera et suspendra certaines parties de la Convention européenne des droits de l'homme en disant que certaines parties ne permettent pas d'agir efficacement ? Et enfin, sur la troisième partie, qui est l'action diplomatique, est-ce que Gérald Darmanin agira de concert avec le Quai d'Orsay pour négocier avec notamment les pays du Maghreb et certains pays d'Afrique et certains pays du Moyen-Orient le retour en fait effectif ? Parce qu'en fait, la France peut afficher une volonté d'expulsion, mais si le pays en face ne veut pas les accueillir, et ben en fait, c'est des OQTF qui servent à rien. Donc je pense que c'est le dernier volet qui est d'autant plus important, mais ça suppose non seulement une volonté politique très forte, mais une solidarité gouvernementale et un objectif qui est très clair. Est-ce que la France d'Emmanuel Macron osera négocier avec l'Algérie en disant on revient sur les accords d'Évian ? Est-ce que la France d'Emmanuel Macron ira voir le Maroc en disant on revient sur les accords passés après la décolonisation ? Et de la même façon avec la Tunisie ? Et surtout, est-ce qu'on viendra sur certains accords bilatéraux ? S'ils font ça, je pense que le plan de Darmanin a une chance de fonctionner. Geoffroy Antoine, on va voir justement sur l'aspect judiciaire ce que propose le ministre de l'Intérieur. Le texte que nous proposerons reprend la proposition du garde des Sceaux, considérer l'aide au séjour irrégulier comme un crime et non comme un délit. La peine infligée aux passeurs, qui sont des trafiquants d'êtres humains, passerait de 10 à 20 ans de réclusion. Alors, est-ce que vous saluez cette volonté de Gérald Darmanin ? Ou alors, est-ce que vous êtes un peu sceptique ? On entendait à l'instant Yves Bourdillon dire « Bon, moi, la parole de Gérald Darmanin, j'attends de voir pour croire », un peu comme saint Thomas, finalement. Bah écoutez, le fait d'infliger une peine qui serait un délit, un crime, sur les passeurs, effectivement, c'est une mesure qu'il faut saluer, qui est très louable. Maintenant, j'ai l'impression que Gérald Darmanin prend le problème un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il attend que les demandeurs d'asile arrivent en France pour dire « D'accord, on va mettre des moyens, on va les assigner à résidence, on va faire plus de centres de rétention ». Tout ça, ça a un coût quand même, ça a un coût faramineux. Ça mobilise aussi des personnels de police, des personnels d'administration pénitentiaire qui pourraient être ailleurs, là où on a véritablement besoin d'eux. Moi, j'émets l'hypothèse de pourquoi pas faire comme le Royaume-Uni, pourquoi ne pas faire comme le Danemark et d'externaliser en fait ces demandes d'asile. C'est-à-dire que plutôt d'attendre que le demandeur d'asile arrive en France, il fait ça directement depuis le pays de départ. C'est une mesure qui est en train de montrer son efficacité au Danemark et je trouve qu'on devrait y réfléchir avec sérieux. Alors, on parlait tout à l'heure de la situation dans les centres de rétention administratifs. Justement, Gérald Darmanin, qui n'a pas attendu le grand débat pour donner des directives aux préfets concernant les délinquants en situation irrégulière. Dans une circulaire adressée aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur liste les mesures pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'éloignement des sans-papiers qui volent et qui agressent. Les précisions tout de suite avec Élodie Huchard. Des déclarations aux actes. Ce 3 août, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a adressé une circulaire au préfet pour, je cite, « améliorer l'efficacité de la chaîne de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière connue pour trouble à l'ordre public ». Le ministre de l'Intérieur qui commence en faisant son bilan et donnant ses chiffres. 786 étrangers en situation irrégulière présentant un risque de radicalisation terroriste ont fait l'objet d'un éloignement. Et depuis juillet 2021, ce sont 2815 étrangers en situation irrégulière qui sortaient de prison ou reconnus pour troubles à l'ordre public qui ont été éloignés. D'abord, Gérald Darmanin décide une méthode. Il dit ceci: en termes de doctrine, la ligne est claire. La rétention doit être prioritairement destinée aux étrangers en situation irrégulière, auteurs de troubles à l'ordre public, y compris lorsque l'éloignabilité ne paraît pas acquise au jour de la levée d'écrou ou l'interpellation. Alors évidemment, Gérald Darmanin est conscient qu'il manque des places en centre de rétention. Il ajoute donc une précision: en cas de manque de places disponibles, il convient de libérer systématiquement les places occupées par les étrangers en situation irrégulière sans antécédents judiciaires non éloignables et de les assigner à résidence. Gérald Darmanin qui veut aussi augmenter les locaux de rétention administrative. Il donne un objectif
claires. Il faut les développer d'au moins un tiers de celles existantes d'ici au dernier trimestre 2022. Un objectif donc évidemment très serré. Et puis surtout, troisième point, le ministre de l'Intérieur pointe du doigt le fait qu'on n'assigne pas suffisamment à résidence. C'est une arme qui est déjà à possibilité pour les préfets. Il dit ceci: pourtant, ces assignations permettent de caractériser les risques de non-représentation et donc d'assurer la sécurité juridique des placements en rétention. Il demande aussi au préfet d'être extrêmement sévère et vigilant. Un jour de pointage manqué pour un clandestin délinquant implique une réaction immédiate de la part des forces de sécurité intérieure, dit le ministre. Et puis, il y a en bas de lettre cette mention manuscrite de Gérald Darmanin: je vous demande d'appliquer strictement et personnellement ces instructions. William Tay, donc la ligne est claire pour les préfets. Les personnes en situation irrégulière qui ont commis des actes de délinquance, ils sont prioritaires dans les centres de rétention administrative. Donc ça veut dire au fond que les personnes en situation irrégulière qui n'auraient pas commis de crimes et délits, on les laisse circuler librement et puis on prendra le problème dans un second temps. C'est un peu ça qu'on peut comprendre ? Oui, tout à fait. Mais après, c'est important de mettre des priorités en France. Parce que souvent, on dit tout est prioritaire, il faut à la fois régler les problèmes de climat, d'énergie, et tout ça de façon assez contradictoire et de façon pas assez paradoxale. Je pense que quand un ministre d'Intérieur veut agir sur la question, il faut mettre des priorités, notamment parce qu'en fait, on repose sur un triple carcan qui est difficile à remettre en cause, vu que ça fait 40 ans qu'on l'a en place. C'est une bonne intention de le faire. Ensuite, après, c'est concrètement, c'est pour ça que je posais la question de comment on fait concrètement. Nous, on a travaillé sur un sujet, sur comment faire pour reprendre le contrôle de la politique migratoire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, on a, donc parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'on a un problème d'entrée de flux. En fait, il faut savoir quelle est la doctrine que vous voulez mettre en place. Moi, je pense que la politique migratoire française doit reposer sur deux intérêts. Est-ce que la personne répond à un intérêt national ? C'est-à-dire, est-ce qu'il répond à un métier sous tension ? Est-ce qu'il, par exemple, il est chercheur et qu'il nous manque de chercheurs ? Est-ce qu'il est sportif de haut niveau et qu'il a besoin d'un sportif de haut niveau, etc. Et deuxième point, c'est est-ce qu'il est assimilable à la culture française ? Une fois qu'il répond à ces deux conditions, la personne étrangère peut déposer une demande soit dans une ambassade, soit dans un consulat, si le pays est dit sûr. Si par cas le pays est en guerre, évidemment, il peut venir, parce qu'évidemment, la France est une terre d'asile et une terre d'accueil, mais si par cas le pays est dit sûr, il faut qu'il dépose une demande dans l'ambassade et dans le consulat. Ensuite, on arrive au deuxième levier sur, là, on a limité le nombre de flux qui arrivent sur le territoire. Ensuite, maintenant, comment on fait pour expulser les personnes ? Vous avez un paradoxe français où c'est assez compliqué. Ça veut dire que quand Gérald Darmanin ou quand un préfet veut expulser un délinquant étranger ou un délinquant tout court qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire français, le délinquant peut déposer un recours. Et cette demande de recours est soutenue par des associations, donc par des associations payées par la France, qui déposent des recours contre la France, contre le fait que la France expulse quelqu'un. Donc, et qui peuvent durer des années. Gérald Darmanin le souligne également. Si par cas on n'agit pas dessus, Gérald Darmanin perd des leviers. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Gérald Darmanin affichait de bonnes intentions, mais maintenant il faut qu'il propose un plan complet. D'abord, cette première étape d'expulser les délinquants étrangers, et ensuite après d'annihiler tout le carcan pour permettre à la France de reprendre la maîtrise de son destin. Yves Bourdillon, pour revenir, vous parliez de ces étrangers, de faire finalement avant l'entrée de ces personnes, de voir quelles sont leurs intentions, pourquoi ils viennent sur le territoire français. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Les étrangers ne peuvent pas être vus simplement comme une main-d'œuvre qui viendrait pallier les difficultés de recrutement ou mènerait à effectuer des pressions à la baisse sur les salaires selon le point de vue capitaliste. Un élément également à prendre en compte, Yves Bourdillon, parce qu'on entend aussi on entend le manque de main-d'œuvre aujourd'hui en France. Un individu, c'est pas uniquement un emploi ou un cotisant ou un allocataire. C'est-à-dire, c'est assez cynique de dire l'immigration est une chance pour la France parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Ce sont des individus avec leurs itinéraires, leur personnalité. Certains sont une chance pour notre pays, d'autres pas du tout. Et il est donc normal qu'on ait une politique de sélection assez stricte. Alors, soit par des histoires de quotas par métier, mais à la limite, quelqu'un qui vient au nom d'un quota d'ingénieurs, mais il y a des ingénieurs qui ont qui sont très politisés. Enfin, des djihadistes ont des diplômes d'ingénieurs parfois. Hein. Donc, il faut quand même voir aussi s'il adhère au socle fondamental de notre République. Donc, c'est vrai que là, quand il fait cette remarque, qui finalement est assez de bon sens, les immigrés ne sont pas des numéros, ils ne sont pas uniquement des cotisants pour équilibrer notre système de retraite. Il faut voir aussi l'ensemble de leur parcours, et puis accepter ou pas qu'on les réceptionne en quelque sorte, et qu'on les intègre. Mais là, la difficulté, il faut reconnaître, quand vous évoquiez tout à l'heure
que les consulats soient très en amont. Il y a des pays où c'est un peu compliqué. On ne va pas ouvrir un consulat dans le sud de la Libye, par exemple. C'est-à-dire que s'ils viennent de certaines régions, on ne peut pas traiter en amont. Donc on peut le faire dans certains pays, sûr, mais pas dans d'autres. Donc ça nécessite un traitement un peu différencié. Et toutes ces interrogations, bien entendu, elles seront posées demain matin à 8h15 au ministre de l'Intérieur. Je vous le rappelle, Gérald Darmanin, l'invité de Loïc Senior sur CNews dans la matinale à 8h15. Donc demain matin, à suivre en direct. On va en venir à présent à ce sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews. 91% des Français sondés pensent qu'il faut expulser les imams qui tiennent des discours anti-républicains. Un sondage après l'annonce du ministre de l'Intérieur d'expulser un prédicateur du Nord, Hassan Iqiyoussen. L'analyse de ce sondage tout de suite avec Anne-Laure Marchal de l'Institut de sondage CSA justement. Le principe d'expulser du territoire des imams qui tiendraient des discours contraires aux valeurs républicaines françaises, ça fait quasi consensus au sein de la population, puisque c'est 91% de l'ensemble des Français qui sont favorables en fait à ce principe. Et plus encore, on a une intensité ici dans l'approbation qui est très forte, puisque c'est plus des 2/3 des Français, 68%, qui s'y déclarent très favorables. Donc là, on est vraiment sur une position qui est très largement et très fortement approuvée par une majorité de la population. Geoffroy-Antoine, on le voit donc, 9 Français sur 10 estiment qu'il faut expulser les prédicateurs de nationalité étrangère. Un sondage qui est fait donc bien évidemment dans le sillage de l'annonce de Gérald Darmanin d'expulser ce prédicateur du Nord. Mais si au fond on voit ce nombre important de Français qui souhaitent voir ces gens-là expulsés, finalement, est-ce que c'est pas un peu trop tard cette annonce de Gérald Darmanin? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire bien avant? On aurait dû, mais il faut toujours se satisfaire aussi des décisions quand elles ont du bon sens. C'est jamais trop tard finalement pour redonner à la France la possibilité de choisir son destin, de choisir son chemin. Et je suis assez satisfait moi de voir le résultat de ce sondage et finalement ça ne m'étonne pas. La France est un pays qui par nature a toujours prôné l'assimilation. Et je rappelle encore les propos d'Hassan Iqiyoussen qui dit le musulman assimilé est un musulman désintégré, l'assimilé n'a pas de morale et les gens qui demandent l'assimilation sont des ennemis de l'islam. Je veux dire, quand on tient des propos comme ça, c'est évident qu'on va se mettre la majorité des Français à dos. Les Français sont un peuple, je pense, parmi les moins racistes au monde et qui souhaitent une immigration quand elle les enrichit, mais pas quand elle refuse les mœurs et les valeurs républicaines. William Tay, sur ce 9 Français sur 10, voilà, finalement, ça c'est pas étonnant. Et pourtant, il y avait pas de mesure auparavant. Alors, il y a eu la loi séparatisme qui est arrivée. Avant, on ne pouvait pas faire ce genre d'expulsion. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait 9% qui disent non. Donc, je suis quand même étonné par ces 9%, mais malgré tout, je suis satisfait qu'il y en ait 91. Et je suis satisfait aussi que Gérald Darmanin ait pris la mesure de la situation, même si on a quelques années de retard, dans la mesure où on se souvient de ce qui s'est passé dans les attentats de 2012 à 2015. Ce qu'on assiste, c'est qu'on assiste à un choc de civilisation. C'est-à-dire que notre modèle de vie, la démocratie libérale et la civilisation française est concurrencée de l'intérieur. On abordera, je pense, ce sujet sur la question des territoires perdus de la République. Mais en fait, le modèle français est attaqué de l'intérieur dans la mesure où il est contesté par différentes personnes. Et c'est le devoir de la France de pouvoir protéger son modèle et de protéger les enfants de la République par rapport à toutes les personnes qui tiendraient ce type de discours. Parce que vous avez ces imams. Et ce qui s'était passé lors des attentats du 13 novembre 2015, c'est qu'en fait, François Hollande, le lendemain et le week-end des attentats du 13 novembre 2015, avait réussi à faire des contrôles administratifs, à expulser une grande partie des imams, seulement on n'avait pas réussi à aller beaucoup plus loin. Ce qu'on est victime, voilà, c'est ce qui peut étonner aussi les Français. On a tous en tête ces attentats et de se dire pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps pour que ça puisse être effectif. Justement, la question c'est est-ce qu'on mène une politique qui est cohérente? Pour mener une politique cohérente, il faut savoir nommer l'ennemi. La France est victime et sous la menace d'un totalitarisme islamique. Et pour ça, il faut agir sous une menace qui est extérieure et une menace qui est intérieure. Se dire qu'il faut être très clair avec les pays du Golfe et les pays du Maghreb. Nous passerons des accords avec vous, un accord de co-développement, mais seulement c'est non pour les imams qui prêchent et qui tiennent des discours anti-France. Et si par cas vous tenez et vous récupérez pas les imams qui tiennent des discours anti-France, on peut rompre ou prendre des sanctions diplomatiques et unilatérales contre vous. Donc ça va être le cas normalement Emmanuel Macron a dû l'aborder avec Mohamed Ben Salman en
en Arabie Saoudite, même s'il s'est un peu calmé par rapport à son père. C'est notamment le cas du Qatar, c'est le cas également de l'Algérie, c'est le cas de la Tunisie et en partie du Maroc. Mais en tout cas, même si les avancées sont prêtes. Ensuite, après, sur le chemin intérieur, il faut savoir nommer l'ennemi. Ça veut dire que normalement, il y a une disposition dans le Code civil qui permet, face à ces personnes-là, de prendre des mesures pour déchoir de la nationalité et déclarer comme des ennemis de la République et donc de les expulser automatiquement. Et une fois qu'on met ça en place, on désigne l'ennemi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on leur dit, on tient une politique qui est très claire dans la mesure où on vous renvoie. Et qu'ensuite, on tient un discours qui est très clair à l'intérieur. Vous avez un discours cohérent qui permet de lutter contre le totalitarisme islamique. Yves Bourdillon, c'est ça aussi l'enjeu, c'est-à-dire communiquer aussi à l'extérieur sur les intentions françaises et être très clair, afficher une fermeté aussi avec les pays étrangers. Effectivement, vis-à-vis des pays étrangers, mais il faut reconnaître que l'idéologie que vous évoquez, qui est très active et qui est d'ailleurs modélisée par des théoriciens des groupes Al-Qaïda et Daesh qui sont présents dans des livres depuis une vingtaine d'années, ne dépendent pas des pays en question d'ailleurs. Ils sont sur les réseaux sociaux ou dans la clandestinité. C'est ça, nos ennemis. Ils peuvent avoir la complicité de certains pays, que ce soit la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, mais ce n'est pas une politique officielle de ces pays qui vont nous dire on est entièrement d'accord avec vous, il faut lutter contre les radicaux. Mais effectivement, il y a quand même un axe vers ces pays-là. Mais attention au passage à ne pas basculer dans l'arbitraire. Parce que quand on dit qu'il faut expulser les imams non républicains, je ne suis pas très à l'aise avec ça, parce qu'on a le droit de critiquer la République, j'ai le droit d'être monarchiste peut-être. C'est-à-dire que c'est l'état de droit quand même qui compte. Ouais. Si ces imams violent les lois françaises sur des appels à la violence, sur du racisme ou sur différents autres éléments de l'état de droit, c'est normal. Mais on a le droit de critiquer la République et un imam a le droit de critiquer la République, c'est ce que vous nous dites, Yves Bourdillon ? Oui, c'est quand même dans le droit, on a le droit de critiquer. Le système d'un pays. J'ai pris exprès un exemple un peu comique qui est j'ai le droit d'être monarchiste, mais on a le droit de critiquer un pays. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des appels à la violence. Or, ces imams-là, souvent, font des appels à la violence, donc ils rentrent dans le cadre d'un état de droit qui leur dit vous violez la loi française sur ceci et cela, on peut les expulser. Mais il faut faire attention à ne pas dire ils sont anti-républicains. J'entends souvent ça, ils attaquent la République. La République, c'est un régime. Et la moitié des pays européens ne sont pas des républiques. Jean-François Antoine, vous... Là, on dépasse la critique de la République pour le cas d'Hassan Iqiyoussen, puisque c'est quand même notoirement antisémite et homophobe. J'ajouterais juste une petite chose, on peut se satisfaire des résultats de votre sondage. En revanche, on doit s'inquiéter des nombreux soutiens qu'a reçu Hassan Iqiyoussen, des pétitions qui ont été signées pour le défendre, et des soutiens de personnalités qui sont très médiatiques. Ouais, c'est ça. Et puis on a quand même des personnalités qui sont très médiatiques. Je pense à Kamel Kabdan, quand même, qui est le recteur de la grande mosquée de Lyon, qui prend la parole pour dire maintenant il ne faut pas expulser M. Iqiyoussen parce que c'est un défenseur de la République. C'est quand même assez grave et ça n'a pas été assez notifié, je crois. Assez peu de réactions, on peut le souligner. Alors il y a l'imam de Drancy qui a réagi sur CNews, mais au fond, assez peu de réactions, William Tay, après cette expulsion du côté de la communauté musulmane, des imams en tout cas. Vis-à-vis de la communauté musulmane, je pense que la plupart respectent les règles et veulent respecter les règles. Seulement, ce qui se passe, et c'est pour ça que je parlais de la question de la politique extérieure, c'est que vous avez des pays étrangers qui financent beaucoup de mosquées en France. Notamment, il y a beaucoup de mosquées qui sont financées. Donc, est-ce que les imams peuvent tenir ont une liberté de parole. Ils ont certes une liberté de parole, mais en tout cas, ils ont une contrainte financière, en tout cas vis-à-vis de certains pays. Et est-ce qu'ils peuvent notamment soutenir le ministre de l'Intérieur lorsqu'il annonce cette expulsion, ou est-ce qu'ils doivent soit se taire, soit soutenir l'imam expulsé dans cette mesure-là? C'est pour ça que je parlais d'avoir une politique diplomatique extérieure dans la mesure où il faut fermer des flux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut toujours permettre qu'un pays étranger puisse financer une mosquée en France, à mesure où elle aura une mainmise, et en tout cas une influence sur une partie de la population française. On se rappelle notamment des montées en tension entre le président Emmanuel Macron et Erdogan. Et Erdogan, notamment, avait des influences en France qui permettaient de le soutenir contre le propre président de la République française. Vous avez des personnes, notamment, qui ont défilé à Lyon, etc. Et donc, c'est pour ça que je parle de politique qui est cohérente. Si par cas, vous voulez lutter contre l'islam le plus radical, il faut à la fois lutter contre l'intérieur, donc ça veut dire vérifier le contrôle des financements. Est-ce qu'il faut supprimer certaines associations, comme l'a fait Gérald Darmanin, en tout cas le contrôle, opérer un contrôle administratif sur est-ce que les associations musulmanes respectent les critères de la République, et surtout, au-delà de la question de la critère de la République, c'est est-ce qu'ils veulent attaquer la France ou pas. Je pense que c'est ça le sujet, c'est est-ce qu'ils attaquent la France ou pas. Plutôt, évidemment, vous avez raison, on a le droit d'attaquer la République, en tout cas comme citoyen on a le droit de contester les règles républicaines. Par contre, on doit les respecter à minima, et surtout on peut pas attaquer la France, en tout cas encourager des violences contre la France. Ensuite, après, sur la question de la diplomatie extérieure, il faut être clair avec les autres pays. Si par cas vous voulez vous ingérer sur le territoire français, vous ferez face à la colère et à la diplomatie française et aux sanctions françaises. Tant qu'on ne mettra pas la question des sanctions économiques, diplomatiques contre ces pays-là, ils laisseront passer.
Ce sera le mot de la fin sur ce dossier, puisqu'on va marquer une pause et on va s'intéresser à ces nouvelles agressions contre des policiers, mais aussi des pompiers dans 2 villes de France notamment. Restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant avec Yves Bourdillon, William Tay et Geoffroy Antoine. Il est presque 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. On peut tous dire ce soir avec Yves Bourdillon, William Tay, Geoffroy Antoine. On va parler dans un instant de la NUPES. On va revenir sur ces nouvelles tensions hier et les dernières déclarations après les propos du garde des Sceaux qui mettent en cause l'antisémitisme de la LFI, mais également du Rassemblement national. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Mathieu Devez. La Haute-Corse sera-t-elle privée d'eau dans 25 jours? La préfecture alerte et durcit les restrictions. La durée d'interruption d'arrosage hebdomadaire a été rallongée de 24 à 36 heures. Les contrôles seront renforcés. Les mesures déjà en place restent en vigueur. Par exemple, l'interdiction du lavage des voitures en dehors des stations professionnelles, l'interdiction du remplissage des piscines privées ou encore le lavage des bateaux. La fin d'une visite à haut risque pour Nancy Pelosi à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants et la plus haute responsable américaine a visité l'île depuis 25 ans. Elle dit être venue en paix dans la région et assure que les États-Unis ne laisseront pas tomber l'île démocratique. Taïwan vit sous la menace d'une invasion par Pékin. 27 avions militaires chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Au moins 4 morts dans le plus vaste incendie de l'année en Californie. Le feu, baptisé McKinney, fait rage depuis vendredi et reste toujours hors de contrôle. Il s'étend sur près de 23 000 hectares. 3 000 personnes sont concernées par des ordres d'évacuation. Et selon les autorités locales, le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Enfin, une éruption volcanique en Islande. Elle a débuté à une quarantaine de kilomètres de la capitale Reykjavik. Après des milliers de secousses et moins d'1 an après la dernière éruption, une nouvelle faille s'est ouverte et laisse apparaître de la lave. La circulation des avions n'est pour l'instant pas perturbée. Et malgré l'absence de nuages de cendres, les autorités alertent la population sur les risques d'émanation de gaz. Et avant de parler d'insécurité à Limoges, mais également à Sevran, où des policiers et des pompiers ont été pris à partie, on va revenir sur ces tensions à l'Assemblée nationale. Les députés de la NUPES qui ont quitté l'hémicycle hier après avoir été pointés du doigt par le garde des Sceaux sur une récente proposition de résolution polémique sur Israël. Le garde des Sceaux qui a également pointé du doigt le Rassemblement national. On revoit cette séquence. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier. Le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations, mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau, Châtillon, Péninck, Soral, Dieudonné, Saquenel, où sont-ils cachés dans votre campagne électorale? Voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates. Bon, mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à... S'il vous plaît. Madame Hans, s'il vous plaît. Alors le garde des Sceaux, donc, qui revenait sur une question d'actualité, sur une résolution polémique des communistes notamment, et puis il vise également le Rassemblement national. Il a bien fait, Éric Dupond-Moretti, selon vous Non, moi j'ai trouvé très pitoyable la sortie d'Éric Dupond-Moretti, d'abord parce qu'il sort de son rôle de ministre de la Justice, ensuite parce que j'ai eu le sentiment qu'en voulant d'abord tacler un petit peu les députés de gauche, il fallait rééquilibrer le jeu et s'en prendre à des députés du Rassemblement national qui n'avaient rien à voir. Il a cité Dieudonné, Alain Soral, qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec le Rassemblement national. Donc en fait,
on sent quand même la volonté, là encore, électoraliste, de dire je ne peux pas complètement froisser la gauche et les écolos parce que j'aurais peut-être besoin d'eux pour qu'ils votent un amendement ou je ne sais quelle proposition de loi. Maintenant, pour en revenir plus précisément aux propos et au texte de la NUPES, j'invite ces députés, moi, à se rendre en Israël et à voir que ce n'était pas un état d'apartheid. Il faudrait d'abord qu'ils se renseignent sur la définition d'un état d'apartheid. Vous savez, en Israël, les Arabes palestiniens ont une représentation parlementaire à la Knesset, au Parlement israélien. Ils jouissent des mêmes droits civiques, des mêmes accès à la médecine. Donc là encore, en fait, c'est pareil. Les députés de gauche, c'est de l'électoralisme, du clientélisme. On va chercher, parce qu'on sait que l'antisémitisme, à l'heure actuelle, en France, on sait qu'il est représentatif d'une certaine partie de la population. Et ce qu'ont fait ces députés de gauche, c'est qu'ils sont allés chercher cette population en sortant des discours qui sont juste abjects. On va écouter Robert Ménard, justement, qui réagissait, puis on vous entend après Yves Bourdillon et William Tay. Renvoyer aujourd'hui dos à dos, en gros, le Rassemblement national et la France insoumise est d'une injustice totale. Une injustice totale. Je l'ai dit, il y a des gens autour de Marine Le Pen qui sont sûrement et qui ont tenu des propos et qui peut-être les tiennent encore antisémites. Mais enfin, encore une fois, c'est pas le discours du Rassemblement national. Imaginez un instant que des députés du Rassemblement national aient signé un texte où on parle en gros d'un groupe racial juif et d'un groupe racial palestinien. Mais les gens hurleraient. Or, c'est pas eux. C'est pas cette partie de l'hémicycle qui écrit ça, c'est la gauche. Yves Bourdillon, il a été injuste, au fond, le garde des Sceaux, de mettre dos à dos le RN et la LFI sur cette question. Il y a une petite habileté politique à mettre dos à dos, mais effectivement, sur le plan historique, c'est quand même assez discutable, parce que d'une part, on peut être d'extrême droite sans être antisémite. Je rappelle quand même que dans la résistance, il y avait des gens d'extrême droite, il y avait des nationalistes. Et qui n'étaient pas antisémites. Et à l'inverse, on peut être d'extrême gauche et antisémite. Il y a quand même des pages de Marx sur les Juifs que ce serait intéressant de relire. Et d'ailleurs, il y a un sondage récent qui montre que les sympathisants de NUPES sont, je crois, équivalents en proportion d'opinion antisémite aux antisémites du Rassemblement national. Donc de nos jours, effectivement, on peut citer Corbyn qui a été viré des travaillistes. L'extrême droite n'a pas le monopole, loin s'en faut, de l'antisémitisme. Et puis il y a un autre aspect qui est sur le fond, cette fameuse motion déposée par NUPES. Alors il joue sur le fait qu'on n'est pas antisémite, mais on est antisioniste ou on critique Israël. Il y a une ambiguïté, effectivement, qui est... Oui, parce qu'antisioniste, ça peut... Alors, il est tout à fait légitime de critiquer Israël. D'ailleurs, les Israéliens ne sont pas les derniers. C'est un pays où il y a des débats partout. On dit toujours que 2 Israéliens dans un ascenseur, ça fait 4 opinions et 3 scissions. Mais là, quand on parle d'antisionisme, c'est en fait des gens qui contestent la légitimité de l'existence de la nation israélienne. C'est bien autre chose. Donc là, il y a quand même quelque chose de grave de parler d'apartheid, parce qu'effectivement, j'ai été souvent en reportage en Israël, on voit bien que les Arabes israéliens, ils ont un parti, d'ailleurs ils étaient représentés au gouvernement pour la première fois, ils ont les mêmes droits strictement que les citoyens israéliens, il y a un petit bémol sur l'engagement dans l'armée, mais à part cela, ce n'est pas du tout un apartheid, même s'il y a des difficultés sociales et économiques, comme dans très nombreux pays au monde, où certains groupes ethniques n'ont pas accès aux mêmes fonctions, au même niveau de vie, on va dire, mais ce n'est pas un apartheid, c'est autre chose, parce que dans ce cas-là, il y a 200 pays au monde en apartheid. William Tay, l'antisémitisme aujourd'hui nous vient plutôt d'une certaine extrême gauche, finalement, et Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'il ne se tromperait pas en remettant dos à dos les deux partis extrême droite, extrême gauche? C'est que la France insoumise, sous couvert d'antisionisme, en fait, tient de plus en plus un discours antisémite pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme à des fins électorales. Il y a toujours eu un antisémitisme. En fait, quand on prend les temps de l'antisémitisme, il y a toujours différents temps. Il y a un antisémitisme d'extrême droite qu'on a connu avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un antisémitisme de l'islam politique et l'islam radical, notamment qui avait été décrit par Georges Bensoussan dans les territoires perdus de la République, qui ont conduit les Juifs à quitter certains territoires comme la Seine-Saint-Denis. Et puis enfin, il y a l'antisémitisme d'extrême gauche. Qu'on oublie souvent, c'est que cet antisémitisme d'extrême gauche ne date pas uniquement, n'est pas récent, uniquement à des fins électorales, pour en fait séduire les quartiers en vue à des fins électorales. Notamment lorsque vous prenez les discours avec l'émergence
l'émergence en fait de la révolution industrielle et des discours de Marx, c'est que le juif était assimilé à l'argent. Et donc vous aviez une grande partie de la gauche et de l'extrême gauche qui notamment tenaient un discours antisémite. Et là maintenant, ils le font le plus habilement avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en fait, ils le font sous couvert d'antisionisme. En fait, ils essayent d'assimiler par le discours d'apartheid ce qui s'est passé en Afrique du Sud à l'État d'Israël. Seulement, quand on compare les deux situations ne sont en rien incomparables. Effectivement, est-ce que Israël mène une politique agressive à l'égard de la Palestine? Évidemment. Mais en même temps, ce sont des territoires qui sont en guerre. Donc, il n'y a pas de pays en fait, qui ne mènent pas de politique agressive dans un pays qui est en guerre l'un contre l'autre. Et ensuite, la difficulté qu'on a avec la France insoumise, c'est qu'en fait, à cette fin de séduire les votes des quartiers, en fait, pour remplacer l'électorat populaire qu'ils ont perdu justement au Rassemblement national, ils essaient de remplacer l'électorat populaire qu'ils ont perdu, donc ouvrier, par l'électorat des quartiers. Et donc, du coup, ils sont obligés d'importer en France la guerre israélo-palestine. Mais quel est le rapport, en fait, et quel est l'enjeu de la France par rapport à la guerre israélo-palestinienne? Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils attisent les haines et ils font un discours entièrement démagogique. Il y a la question israélo-palestinienne, il y a la question aussi, quand Jean-Luc Mélenchon parlait de racisme systémique d'État, en fait, il insinue que l'État français est raciste, et quand il dit que la police tue, en fait, il alimente la défiance des jeunes de quartier à l'égard de la France et à l'égard de la République. Et donc, en ça, on peut de plus en plus se poser la question si la France insoumise reste un parti républicain ou s'il se situe désormais comme un parti extrême. On va revenir, je vous propose à présent, sur ces nouvelles agressions contre des policiers, mais aussi contre des pompiers, des violences urbaines qui ont éclaté la nuit dernière dans le quartier des Baudottes. C'est à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers ont essuyé des tirs de mortier d'artifice et des jets de projectiles. 2 policiers ont été blessés. Vers 22h30 ce mardi, dans le quartier des Baudottes à Sevran, un barrage de containers et des poubelles sont incendiés. Des sapeurs-pompiers arrivent sur place pour éteindre le feu. La police sécurise les opérations. Les forces de l'ordre sont alors prises à partie, victimes de jets de pavés et de mortiers. 2 policiers ont été légèrement blessés. Donc on a un collègue qui a 4 points de suture parce qu'il a pris un pavé, un autre qui a pris un mortier d'artifice qui était gravement brûlé au 3e degré dans le cou. Les gens qui y vivent, qui ont envie juste d'être tranquilles, souffrent de quoi? Ils prennent du gaz lacrymogène, du bruit, de la peur, des voitures brûlées. Et en fait, ils vivent dans une espèce de microcosme de peur qui fait que même à la rigueur, des fois ils disent mais les policiers ne venaient même plus à la rigueur. Le calme est revenu vers minuit après que le quartier ait été sécurisé. Une enquête a été ouverte. On entend le témoignage de ce policier qui témoigne dans le sujet qu'on vient de voir. Et ce qui interpelle, c'est lorsqu'il raconte que certains habitants disent aux policiers « ne venez plus, on veut la paix ». Et on a vraiment le sentiment là qu'on est dans une guerre de territoire, un territoire à aller récupérer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, William Tay ? Oui, on est dans des territoires qui sont des territoires perdus de la République, où vous avez un modèle alternatif de montée sociale. Ça veut dire que les personnes doivent devenir guetteurs, ensuite après montent à travers le trafic de drogue, et c'est un système qui est mis en place alternatif à celui du modèle républicain. Parce que si c'était uniquement la question des policiers, la question du contrôle de territoire, ils attaqueraient uniquement des policiers. Pourquoi est-ce que vous avez des pompiers qui sont attaqués, des agents de poste, ou même tout fonctionnaire public, comme des élus, etc., qui sont attaqués? Donc je pense que c'est vraiment un combat qui est territoire perdu de la République, contre la France et contre l'État français. Et la question essentielle que nous, on doit se poser pour maintenir les principes républicains qui sont liberté, égalité et fraternité, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle de ces territoires. Pour reprendre le contrôle de ces territoires, il faut revenir sur le paradigme qu'on a eu en place depuis l'affaire Malik Oussekine en 86 et par rapport aux émeutes de 2005. Il faut que le politique, si Gérald Darmanin veut aller plus loin que ce qu'il a déjà fait sur la question migratoire, il faut qu'il enclenche la reconquête de ces territoires perdus. D'une part, ça repose sur la question des familles et aux enfants. Souvent, ce sont des familles nombreuses et donc, du coup, les parents n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Donc, c'est la question d'éducation en priorité. Éducation en priorité. Moi, je pense que plutôt de la question des ZEP, il faut créer des internats d'excellence pour éloigner les enfants de ces quartiers-là et les mettre dans des autres territoires afin qu'ils puissent avoir accès à la République et qu'ils puissent voir le modèle méritocratique. Et une fois que vous sortez les enfants de ces quartiers-là, déjà, vous avez un autre sujet. Ensuite, vous avez la question de la sécurité, sur comment on fait et quelle doctrine on met en place pour les forces de l'ordre pour qu'ils puissent aller au contact et qu'ils puissent reprendre le contrôle de ces territoires. Le troisième point, c'est la question financière et la question économique. Il est faux de dire que ces personnes-là n'ont pas d'opportunités économiques. Je prends un exemple précis. La Seine-Saint-Denis fait partie des 20 départements les plus riches de France. Et pourtant, dans d'autres territoires comme dans la Creuse ou dans la Corrèze, vous avez des territoires qui sont beaucoup moins riches et pourtant, vous n'avez pas autant de violence. Donc, ce n'est pas uniquement la question sociale. La question qu'on doit se poser, c'est la question des opportunités. Et une fois qu'on reprend en main la question économique, qu'on reprend en main la question républicaine et méritocratique, qu'on offre une perspective à ces gens-là, alternatif au modèle drogue, délinquance, islam, prison, et les gens vont davantage se tourner vers nous et les habitants à l'intérieur de ces territoires vont davantage nous aider à reprendre le contrôle de ces territoires. Yves Bourdillon, un angle
éducatif, un angle économique pour sortir ces jeunes de ces quartiers. C'est comme ça qu'on peut régler le problème de ces guet-apens aujourd'hui ? Effectivement, mais l'angle économique, justement, comme ça vient d'être souligné, c'est que c'est pas un problème de revenus moyens. Puisque, comme vous le dites, il y a des départements ruraux français traditionnels où il y a des revenus beaucoup plus bas et où il n'y a pas de violence. Donc c'est un problème lié au fait que des bandes contrôlent, on est en pleine sécession, on voit des scènes qui... Alors on ne va pas utiliser le terme de guerre civile, parce que des vraies guerres civiles, c'est 10 fois pire que ça quand même, mais disons quelque chose qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de notre pays, qui d'ailleurs, je crois, n'a pas vraiment d'équivalent en Europe, avec un sentiment d'impunité de ces bandes. Ils savent très bien que quand ils attaquent un policier, ils ne risquent rien. Donc, alors là, c'est ça aussi le problème, parce que c'est quand même un guet-apens, ça peut aller jusqu'à 30 ans de prison. Hein. Oui. Donc la loi existe. L'enjeu, c'est d'abord, avant tout, de faire respecter la loi aussi, avant peut-être de parler des questions éducatives et économiques. Ils savent très bien qu'ils ne vont jamais faire 30 ans de prison pour avoir attaqué un policier. Donc, c'est une loi totalement théorique. Alors maintenant, effectivement, l'éducation, on peut effectivement sortir ces jeunes de ces quartiers pour leur donner des chances. Il y a quand même la question du trafic de drogue. C'est-à-dire que comme le trafic de drogue, comme le commerce de la drogue est interdit, il y a un risque associé qui est très élevé. Et donc s'organisent des réseaux avec des revenus qui sont très élevés, justement à cause du risque. Et un jeune guetteur de 14 ans va gagner plus que son père qui va à l'usine en une semaine. Donc là, il y a un renversement économique flagrant et il faut casser ça, et ça pose la question de l'organisation du commerce de drogue en France. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route en l'interdisant ? C'est un thème assez récurrent. Geoffroy-Antoine, on vous entend tout de suite, mais on va écouter Jean-Christophe Couvi, le secrétaire national Unité SGP Police. On voit bien quelque part qu'il faut maintenant passer un cran supplémentaire, arrêter de trouver des excuses à ces criminels et vraiment les retirer de certains quartiers, les délocaliser, les sortir et laisser les gens vivre tranquillement et paisiblement. Là, on leur permet des fois, c'est des familles entières qui sont connues, de vivre tranquillement avec des loyers très modérés et en fait d'être les caïds d'une cité. Je suis désolé, à un moment donné, l'État doit reprendre la main et dire ces gens-là, ils gênent les 3/4 des gens, il faut qu'on les mette, qu'on les mette à côté de la société pour permettre aux autres de vivre. Finalement, Geoffroy-Antoine, des délinquants qui sont minoritaires, mais qui minent la vie de tous les quartiers d'un habitant. Il faut, comme disait ce policier, il faut les extraire physiquement du lieu pour régler le problème ? Non, mais je crois qu'avant de parler de mesures économiques, de mesures sociales, il faut d'abord parler de la dissuasion. Vous savez, il y a des pays où ce genre de situation n'arrive pas pour la simple et bonne raison que le voyou, il ira pas faire ça parce qu'il sait qu'il risque sa vie, en fait. Attendre un guet-apens, un policier, à tirer au mortier d'artifice ou à jeter un cocktail Molotov dans la cour d'un commissariat. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on réalise jeter un cocktail Molotov dans la cour d'un commissariat ? D'ailleurs, les forces de l'ordre auraient pu tirer. Dieu merci, il n'y a pas eu de bien sûr, mais pourquoi oui, mais les policiers, s'ils ne tirent pas, c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, en France, c'est eux qui vont être inculpés immédiatement par l'IGPN. Il y aura une procédure d'examen qui sera très lourde, ils vont être mutés, etc. Ils vont payer très cher le fait d'avoir fait usage de leur arme à feu. Il y avait une mesure que proposait Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, qui était la présomption de légitime défense pour le policier. Je trouve que c'est une mesure de bon sens. C'est-à-dire qu'un policier qui fait usage de son arme, il le fait par le plaisir, il le fait parce que sa vie est très certainement menacée. Or, recevoir un cocktail Molotov, c'est une atteinte immédiate faite à la vie, ça c'est certain. Donc si on donne au policier une présomption de légitime défense, c'est-à-dire que s'il fait usage de sa arme à feu, ce sera à la défense de prouver que le policier n'était pas dans son bon droit, et là déjà on rassurait un petit peu nos fonctionnaires de police. Et pourtant, Yves Bourdillon, on entend bien aussi que contre un cocktail Molotov, est-ce que le policier doit faire l'usage de son arme ? C'est aussi une interrogation. C'est légitime comme interrogation, parce qu'il faut voir si c'est une réponse proportionnée, mais il faut quand même aussi admettre que ce sentiment d'impunité, finalement, il remonte quasiment aux émeutes de Clichy sous Bois, c'est-à-dire que quand 2 jeunes sont morts accidentellement parce qu'ils étaient poursuivis par des policiers et que ça a déclenché des semaines d'émeutes entières et que ça a obligé le gouvernement à prendre des mesures d'état d'urgence pour la première fois depuis 1962, c'est traumatisant. Et donc je pense que depuis lors, les forces de l'ordre ont très peur de la bavure. Alors c'est normal d'avoir peur d'une bavure, mais ça fait que maintenant un policier peut se faire attaquer, il a son arme sur lui pour se dégager, il ne va pas s'en servir alors qu'il risque sa vie. On l'a vu avec le lynchage de policiers à Lyon il y a quelques jours. Dans d'autres pays, il se serait dégagé. Je ne dis pas ça pour dire qu'il aurait dû tirer, mais finalement les policiers ne se défendent plus, parce que je pense que Clichy est une date
un pivot dans notre histoire moderne. Vous parlez de Clichy, on parlait de Sevran, mais ce ne sont pas les seules villes. Aujourd'hui, c'est tout le territoire qui est touché par cette délinquance. La preuve, ces violents affrètements qui ont eu lieu, là encore, entre des pompiers, des policiers contre des délinquants qui ont finalement attendaient les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers. Alors, Dieu merci, aucun blessé. Voyez les précisions tout de suite. Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortier d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés, alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Nous avons la police municipale qui est intervenue en complément de la police nationale, et heureusement, puisqu'ils étaient organisés en guérilla urbaine, avec des contournements, en essayant de prendre les forces de police par derrière. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Et ce qui me fait peur et ce qui m'inquiète, c'est que c'est très organisé. La nuit dernière, de nouveaux affrontements ont eu lieu et un policier a été légèrement blessé par un tir de mortier. Pour les forces de l'ordre, criminaliser ces guet-apens est nécessaire face à la gravité des événements. Il y a un mot qui m'insupporte depuis quelques semaines, qu'on entend un petit peu partout, c'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou ? Pour moi, c'est totalement dépassé. Maintenant, on va parler de criminel. Parce que le texte, il existe, le guet-apens contre les policiers, contre les pompiers. Vous l'avez bien dit, ils sont là pour porter secours. Ce sont des criminels. L'article 222-14-1 du Code de procédure pénale, il est là. Il faut l'appliquer. Durant la deuxième nuit d'échauffourée, 2 individus ont été interpellés. Alors Sevran, Limoges, finalement, toute la France est touchée. Une ville moyenne comme Limoges, ça interroge aussi, William Tech, comment est-ce qu'on peut expliquer cette contagion de la délinquance ? C'est lié à la question migratoire. C'est lié à la question migratoire, d'une part, et c'est lié au fait que notre politique de logement n'était pas la bonne avec la loi SRU. On a concentré les logements sociaux et donc du coup, implicitement, en fait, on a mis les communautés ensemble. Une fois que vous avez mis des communautés ensemble, les communautés se sont organisés implicitement ou directement pour élever leur niveau de vie, soit de façon légale, soit ce qui se passe là-dedans de façon illégale. Et si vous voulez lutter contre ça, en fait, c'est ce qui a été abordé tout à l'heure, il faut plus avoir peur de la doctrine Malik Oussekine de 86 et la question des meutes des banlieues de 2005. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le contrôle des territoires, notamment avec une doctrine policière qui soit plus importante. C'est-à-dire qu'il faut que les policiers puissent aller au contact. Mais comment ? Vous allez me dire, mais comment les policiers peuvent aller au contact ? Déjà, il faut avoir un soutien administratif très fort. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre de l'Intérieur puisse soutenir les policiers. D'une part, il faut nommer les choses et il faut nommer le problème. Effectivement, le policier a raison en disant que ce ne sont pas des voyous, ce sont des gangs. Et ensuite, après, on ne parle pas de petites violences ou petits actes délictuels, on parle de crimes. Et une fois qu'on a déjà nommé les choses, on est capable d'y répondre plus efficacement. Et ensuite, il faut démolir les ghettos. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur la loi SRU. On reprend les territoires. Donc, on encourage partie par partie. Vous n'allez pas reprendre tous les territoires d'un coup. Mais vous prenez parcelle par parcelle. Donc, du coup, territoire par territoire. Et ensuite, après, une fois que vous avez repris les territoires, vous démolissez les ghettos, vous démolissez les tours en démolissant la loi SRU pour reconstruire quelque chose de nouveau et pour mélanger la population. Et les personnes qui sont fautives, vous, soit, s'ils sont étrangers, vous expulsez du territoire national, soit vous les mettez en prison. Et une fois que vous avez fait ça, ça prendra plusieurs années, ça ne se fera pas en 1 an ou dans 2 ans. Ceux qui disent le contraire, qui disent que ça se fait en 6 mois, c'est pas vrai, ça va se prendre 10 ans vraisemblablement. Mais une fois qu'on a affiché une volonté politique et petit à petit, on gagne la guerre des mots, puis ensuite après on soutient administrativement les policiers, on soutient législativement les policiers, on leur donne les moyens d'agir, je pense qu'ils sont en capacité de le faire. Le problème qu'ils ont, c'est que si par cas ils y vont, soit sur les guet-apens, soit ils répondent, c'est eux qui vont porter le risque. Ça veut dire qu'ensuite après il y aura des enquêtes sur les policiers, ils vont être mis au banc sur les réseaux sociaux, on va donner leur adresse, l'adresse de leurs enfants, où est-ce que leurs enfants vont aller à l'école. Et donc si vous allez tout ça, est-ce que vous voulez véritablement prendre tous ces risques car vous n'êtes pas soutenu administrativement et pour un salaire qui est très faible ? Geoffroy Antoine, il y a aussi la question d'urbanisme que vous pointiez du doigt, cette question William Tey. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut un projet aussi, parce qu'on le voit bien, ces quartiers, ils permettent aussi ces guet-apens, l'architecture, il faut tout détruire ? Écoutez, non, je ne crois pas que ce soit juste une question de quartier. Vous avez des quartiers à Paris, je pense à Olympiade, vous savez, un quartier où la communauté asiatique est très présente et il y a absolument pas ce type de guet-apens ou d'attaque faite à la police. Donc on dépasse le simple cadre de l'urbanisme. Je pense qu'en revanche, il y a aussi un climat très délétère à l'échelle politique en France de certaines formations d'ultra-gauche vraiment notoirement anti-police, que ce soit la France insoumise qui parle d'une police qui tue, d'une police raciste, mais aussi de certains groupes antifascistes qui parlent d'une police coloniale, une police face à laquelle il faut prendre les armes. Ça, c'est le groupe antifasciste Lyon et ses environs, qui parle de la police, qui parle d'occupation policière et d'une police colonialiste à la solde d'un État bourgeois face à laquelle il faut prendre les armes. Donc, il faut aussi hausser le ton sur un plan politique contre ces formations.
Il faut aussi hausser le ton sur un plan politique, ça se joue à ce niveau-là aussi ? Bon, oui, je suis assez d'accord. Je crois on dit tous que la police doit se faire respecter. Donc, effectivement, il y a certains des discours qui sont au-delà de la démagogie, qui sont des appels à la violence. Parler de force d'occupation, c'est évident que ce n'est pas tolérable. C'est donc assez légitime que, d'une part, la police puisse agir dans le respect de notre cadre de droit. Il ne s'agit pas d'en faire des cow-boys, mais là, on en est loin. Ils se font vraiment tirer dessus. Et puis aussi qu'il y ait quand même... les dirigeants politiques sont quand même devant leurs responsabilités. Il y a certains discours qui ne sont pas admissibles, comme ceux que vous venez de citer. Et une question aussi peut-être de parents aujourd'hui qui ont baissé les bras, d'éducateurs aussi qui ont baissé les bras face à cette jeunesse désœuvrée. C'est-à-dire que l'école n'est plus l'ascenseur social, tout simple. Donc les parents, ils baissent les bras, les profs baissent les bras parce que déjà, ils n'arrivent plus à tenir leur classe. Moi, je me souviens quand même, quand j'étais enfant, on me raconte des anecdotes aujourd'hui sur des manques de respect, voire des agressions de professeurs. C'était de la science-fiction totale. Donc il y a aussi un échec de l'éducation nationale en tant que moyen de permettre à des gens issus de milieux pauvres de faire des études brillantes et d'avoir des positions importantes. Ça ne marche plus maintenant. William Tay, pour conclure, il nous reste quelques secondes avant de marquer une pause. Il y a aussi un point, c'est que ces personnes ont été élevées en raison des discours politiques et des discours de certaines personnes dans une haine anti-France. Et donc c'est pour ça que ce sont des personnes qui sont difficilement récupérables. Parce que comme je soulignais tout à l'heure, la plupart du temps, leurs parents ont des familles qui sont très nombreuses. Souvent, ils cumulent un ou plusieurs boulots avec des horaires qui sont compliqués, donc ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc ces jeunes qui grandissent avec les réseaux sociaux, soit avec ce qu'on appelle les grands frères, qui les éduquent dans une haine anti-France. Et donc pour cela, je pense qu'il faut les sortir des quartiers. Tant qu'on ne récupérera pas ces quartiers, on va faire émerger une génération anti-France avec des personnes qui vont contester les lois républicaines, qui vont apprendre à détester le pays. Tant qu'on ne répond pas à cette question, on ne pourra pas répondre à la question des quartiers. Il y a plusieurs leviers à faire, il faut le prendre un par un. Restaurer l'autorité de l'État, la question éducative, la question financière et puis après surtout la question sécuritaire et judiciaire. Il est 23h25 sur CNews. On marque une pause dans un instant. On va parler de la canicule, de ses conséquences, de la sécheresse et puis les tensions entre les États-Unis et la Chine. Restez avec nous. Il est presque 23h30, bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez dans On peut tous dire, toujours avec vous Yves Bourdillon, William Tay, Geoffroy, Antoine. 23h30, c'est l'heure du dernier point sur les actualités. Avec vous Mathieu Devez. Un accord député-sénateur ce soir sur le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Il pourra donc être validé définitivement dès jeudi par le Parlement. Le projet de budget rectifié pour 2022 ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont une dizaine pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Sont programmés en outre la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre, puis 10 en novembre-décembre. Deuxième nuit de violence urbaine à Limoges, des affrontements entre des dizaines de jeunes encagoulés et les forces de l'ordre dans un quartier sensible de la ville. Un CRS a été légèrement blessé par un tir de mortier et 2 individus interpellés. Dans la nuit de lundi à mardi, 3 voitures ont été brûlées lors de premiers affrontements entre les forces de l'ordre et une quarantaine d'individus. Enfin, une image rare publiée par la NASA, celle d'une galaxie éloignée de 500 millions d'années-lumière, la galaxie de la roue de Chariot. Ces anneaux apparaissent avec une clarté jusqu'ici inégalée grâce au télescope spatial James Webb. D'une valeur de 10 milliards de dollars, le télescope a été lancé dans l'espace il y a environ 7 mois et se trouve à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. On va parler des tensions entre la Chine et les États-Unis dans un instant, puisque on sent qu'il y a des désaccords. On en a parlé un peu hors antenne, mais d'abord, on va revenir à la canicule, à la question de la sécheresse. Cette semaine, nous entrons dans la 3e vague de chaleur de l'été, même si elle ne touchera pas l'ensemble du territoire. Un nouvel épisode de plus en plus fréquent ces dernières années. Les précisions de Valérie Labonne. Depuis plusieurs décennies, la France a multiplié les épisodes de canicule, soit 3 jours ou plus avec des températures à plus de 34 degrés en journée et de plus de 20 degrés la nuit. La plus connue d'entre elles reste celle de l'été 2003. Elle avait duré 18 jours. Cette canicule a été remarquable déjà parce que c'était la première fois que l'on avait de telles intensités de température et elle a touché l'ensemble de la France. Pratiquement tous les départements du pays étaient touchés. Bilan humain, plus de 19 000 décès d'après l'INSERM.
Il faudra attendre 16 ans, en 2019, pour que la France connaisse un nouveau pic de chaleur. Au cours de cette période, les températures étaient de 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, dans les 2/3 des départements français. Ces fortes chaleurs en France avaient même poussé l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à reporter les épreuves écrites du brevet des collèges. Cette semaine, nous entrons dans la 3e vague de chaleur de l'été, mais elle ne touchera pas l'ensemble du territoire. Elle touche plus fortement le sud de la France, notamment la basse vallée du Rhône, Drôme, Ardèche, Gare, Vaucluse. On n'en a pas fini avec les températures chaudes. Depuis 2010, on dénombre 17 vagues de chaleur. Seule l'année 2014 n'en a pas subi. Alors, conséquence directe, bien évidemment, la sécheresse en France. On va voir la comparaison entre l'année dernière et cette année. Ça se passe de commentaires, c'est assez criant, Yves Bourdillon. Oui, il y a une différence assez nette. On le sent tous un peu partout sur le territoire depuis quelques jours, et puis c'est la 3e vague, donc c'est impressionnant. En même temps, on peut faire face, c'est-à-dire que le chiffre de 19 000 morts qui a été cité, je serais très surpris qu'il y ait un pic de mortalité aussi élevé. On a quand même tiré des leçons et on sait s'organiser. D'ailleurs, il y a quand même des pays où il fait très très chaud et où les gens ne tombent pas comme des mouches parce que on ferme les volets, il y a tout un tas de techniques, on décale les horaires de travail. Donc je pense qu'on peut faire face quand même. On peut faire face effectivement à cette mortalité, William Tay, mais en tout cas, est-ce qu'on peut faire face à ce réchauffement climatique finalement, très concrètement, que l'on vit aujourd'hui? L'enjeu du réchauffement climatique, c'est qu'effectivement, il y a la cause qui est connue, c'est que ça fait augmenter globalement la température sur la planète. Il y a une deuxième cause qu'on souligne moins, c'est la question de l'apparition de phénomènes et de catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes. C'est-à-dire que les catastrophes naturelles ont plus de chances d'apparaître, et l'enjeu en fait pour les pouvoirs publics, c'est de répondre aux deux. Est-ce qu'on arrivera à court terme à répondre à la question du réchauffement climatique? Moi, je cite le même exemple. Pour répondre et pour respecter les accords de Paris, il faudrait que la France, je crois, si mes calculs sont encore exacts, fasse 66 à 90 jours de confinement par an. Donc maintenant, il faut expliquer aux Français qu'il faut faire ça pour le réchauffement climatique. Et donc, ce que ne disent pas les personnes qui disent qu'il faut faire immédiatement la question du réchauffement climatique, la question du climat de façon immédiate, c'est que ça provoque une politique dite décroissantiste. Dans le même temps, on a la question du pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'on arrivera à répondre à cette double question? Moi, je pense que le sujet, c'est la question de l'investissement à long terme. Il faut provoquer une nouvelle révolution industrielle, miser tout sur la productivité, augmenter notre PIB afin de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour investir sur la recherche et le développement, afin qu'on trouve des énergies alternatives pour un modèle qui est viable et qui puisse être exporté dans toute l'Europe. Ça commence par le nucléaire, qui est une énergie décarbonée et fiable, donc il faut battre les Allemands sur ce plan-là, et ensuite après imposer de nouveaux modèles. Mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre le paquet sur la recherche et le développement, on n'y arrivera pas. Ensuite après, il y a une évolution des comportements des acteurs et des personnes. Mais quand on regarde depuis les accords de Kyoto, on voit notamment que l'Europe et en particulier la France ont respecté et ont fait baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas culpabiliser en même temps les Français en disant tout est de votre faute, notamment parce que vous avez des pays émergents qui veulent rattraper leur retard sur le plan économique. On en parlera tout à l'heure sur la question de la Chine, qui sont davantage responsables que nous. Donc on a un sujet, et je pense que notre sujet, et c'est notre nouvel horizon, on est le pays des Lumières, on est le pays qui a inventé beaucoup de choses, qui peut rayonner, etc. Et donc c'est grâce à ça que nous allons battre le réchauffement climatique, mais il ne faut pas mentir aux Français avec des discours démagogiques. Alors le pays des Lumières, et en même temps à Marseille, à cause de la chaleur, certains foyers sont privés d'électricité. Vous allez voir, il y a des textos qui sont envoyés, Geoffroy Antoine, Madame, Monsieur, depuis quelques temps. Vous subissez des coupures de courant dues aux fortes chaleurs de ces derniers jours. À cela s'ajoute le conflit en Ukraine et des craintes pour les mois à venir. C'est vrai que c'est une situation un peu schizophrène, au fond, aujourd'hui. Dû aux fortes chaleurs ou aussi au choix douteux du gouvernement français sur l'approvisionnement énergétique du pays. Je veux dire, on est parti sur un modèle qui est quand même très renouvelable, éoliennes, panneaux solaires, au détriment de notre parc nucléaire qui était quand même envié du monde entier. Aujourd'hui, effectivement, on en paye peut-être les conséquences, et encore, on n'est pas encore cet hiver. Pour revenir sur le cas des sécheresses, je pense que ça pose aussi une question qui est très intéressante, qui est une question stratégique de sécuriser nos récoltes agricoles. Ces derniers temps, les écolos, certaines catégories des écolos français et européens, vous savez, se sont opposés à ce qu'on récolte l'eau de pluie, qu'on fasse des stocks d'eau de pluie. Or, faire des stocks d'eau de pluie, ça permet de pérenniser les récoltes agricoles en cas de sécheresse. Et ce type de sécheresse risque d'arriver de manière de plus en plus récurrente au fur et à mesure des années. Donc il faut aussi sortir du dogme écologiste et dire, d'accord, nous allons garder l'eau de pluie, nous allons mettre en place des mesures d'irrigation pour nos terres agricoles, nous allons aussi, pourquoi pas, réimplanter des OGM dans nos cultures pour faire des plantes qui puissent
mieux supporter ce genre de chaleur extrême. Donc il faut rester optimiste et surtout pragmatique. Avant de parler de la situation entre la Chine et les États-Unis, Yves Bourdillon, est-ce que vous estimez que le gouvernement en fait assez sur cette question pour faire face à la sécheresse? On entendait des solutions à l'instant. Je pense qu'il fait à peu près ce qu'un gouvernement peut faire, donc je ne porte pas de jugement ni en plus ni en moins vis-à-vis de la sécheresse. En revanche, sur le réchauffement climatique, je serais tenté de dire par provocation qu'il en fait trop, c'est-à-dire que cette manière qu'on a de vouloir nous punir en disant nous devons respecter tel ou tel objectif en croyant que la température de la planète se règle comme un rhéostat, comme un grille-pain, et qu'il suffirait que nous, on massacre notre industrie. C'est pas juste selon vous? Non, c'est pas juste. Si la France disparaissait, si on se suicide tous, ça ne changera à peu près rien sur les émissions de gaz à effet de serre de la planète entière. On culpabilise trop les Français? Mais oui, puisque toute notre production de gaz à effet de serre, ça doit représenter l'augmentation de la production chinoise sur un an. Donc c'est absurde, on ne va pas non plus s'appauvrir. Et au passage, il y a quand même quelque chose qui est embêtant, c'est que si on décide de s'appauvrir, ça va provoquer des troubles sociaux, du chômage, une contestation du pouvoir. Ça ne sera pas une très bonne publicité pour les autres pays qui voudraient faire des efforts et qui verront que c'est totalement contre-productif. Vous parliez de la production chinoise à l'instant. On y vient donc, la Chine qui réplique après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan. La Chine qui va lancer des exercices militaires ciblés au large des côtes de Taïwan qu'elle considère comme partie intégrante de son territoire. Ces manœuvres devraient durer jusqu'au dimanche 7 août. Les précisions de Sandra Chiambo. Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a clarifié la position des États-Unis. Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable. Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération. Nos visites dans les délégations du Congrès ont 3 objectifs. Le premier est la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie, pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance. En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, ces tensions peuvent durer, William Tay? Comment est-ce que vous voyez l'évolution après cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan? Les tensions ont vocation à durer au moins jusqu'à 2049. Enfin, en tout cas, soit jusqu'à 2049... Pourquoi cette date précisément? Je vais expliquer. Soit jusqu'à que la Chine récupère Taïwan. Pourquoi est-ce que 2049? En fait, le président chinois Xi Jinping, lors du congrès qu'il a instauré président à vie, a promis de mettre la Chine comme première puissance mondiale à l'horizon 2049. Il a fixé cet objectif-là comme premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est la politique de la Chine unique, donc de récupérer Taïwan. Il faut dire qu'en fait, la Chine, à la différence de l'Ukraine, pour essayer d'expliquer tout aux auditeurs, c'est que c'est différent comme situation. La Russie et l'Ukraine étaient 2 pays différents, alors que dans la tête des Chinois et même dans la tête des Taïwanais, la Chine et Taïwan forment un même pays. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Taïwanais, même s'il y a toujours des indépendantistes, ils forment un même pays. C'est ce qu'on appelle la politique de la Chine unique, dans la mesure où ils se sont séparés après la Seconde Guerre mondiale. Et sur cette question-là, en fait, les États-Unis, après la visite de Nixon et la reconnaissance de Nixon de la République populaire de Chine, avaient coupé les liens, notamment avec Taïwan. Donc là, c'est une remise en cause de leur politique. La question qui va se poser notamment, c'est quelle est la stratégie américaine? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je pense qu'ils font ça parce qu'ils ont un objectif de gagner le récit, notamment Joe Biden après Donald Trump. Donald Trump s'était fait élire en luttant contre la politique chinoise et en promettant « Make America Great Again » pour faire en sorte que les États-Unis deviennent première puissance mondiale. Joe Biden, pour ne pas paraître comme faible, est obligé de poursuivre la politique de Donald Trump. Et donc, il est obligé d'aller plus loin parce qu'il apparaît comme plus mou, plus modéré que Donald Trump, et donc il ira plus loin. Où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on peut poser la question de la guerre? Je pense qu'on ne peut pas l'exclure, en tout cas. Yves Bourdillon, vous êtes d'accord avec cette analyse? Non. Je pense qu'il ne faut pas imaginer des scénarios si sophistiqués, qu'il n'y a pas de changement fondamental de la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Ça a été c'est assez clair dans les discours. Et d'ailleurs, cette visite-là, on peut discuter le timing, parce que c'est vrai qu'on a l'Ukraine sur les bras en ce moment, donc c'est peut-être pas la peine de créer une crise avec la Chine qui, à vrai dire, est inévitable. Mais en revanche, c'est juste une visite de la présidente de la Chambre des représentants. Mais les Chinois surréagissent surtout à cause de sa personnalité, parce qu'elle
elle avait été déplier une banderole sur la place Tiananmen en soutien aux manifestants massacrés. Mais le fait que ce soit un représentant américain, il y a quelques jours, le vice-président du Parlement européen est allé à Taïwan et ça n'a pas provoqué de vague. Donc je ne vois pas de changement dans la politique américaine qui est ce qu'ils appellent la politique d'une seule Chine et d'ambiguïté stratégique sur le fait qu'ils soutiendraient ou pas militairement directement Taïwan en cas d'invasion. Ce risque est à peu près nul aujourd'hui. Il y aura des exercices où j'espère qu'il n'y aura pas d'incident, mais il n'y a pas de risque de guerre, sauf surprise stupéfiante. En revanche, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, la Chine, quand elle sera remise un peu du choc du Covid, quand elle aura tiré les leçons, quand elle aura analysé comment les Occidentaux ont fait face à la Russie, et quand elle aura étoffé sa flotte de débarquement, parce qu'actuellement elle n'a que 7 navires de débarquement amphibie et 2 ou 3 navires d'assaut amphibie, c'est insuffisant pour attaquer l'île, mais elle se dote d'une flotte considérable, donc dans 3 à 4 ans, peut-être qu'elle sera en capacité. Elle se dote aussi de missiles pour détruire des porte-avions américains. Et donc là, elle posera un dilemme. Mais elle espère d'ici là que Taïwan tombera comme un fruit mûr, c'est-à-dire que petit à petit, les Occidentaux se diront « Oh, après tout, ça ne vaut pas la peine ». Je vois une fenêtre assez dangereuse politiquement. Ouais. C'est la période quand Joe Biden aura fini son mandat, novembre 2024. Ce qu'on appelle lame duck presidency, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau président et Joe Biden ne sera probablement pas en situation de se représenter pour ses problèmes de santé. Et donc, un président américain aura-t-il la légitimité de prendre la décision la plus redoutable depuis Roosevelt de faire la guerre à la Chine pour Taïwan ? L'ambassadeur de Taïwan, qui était ce matin l'invité de CNews, disait la volonté de la Chine, elle est de dominer le monde. C'est ce que vous observez aussi, François ? Dominer le monde, je ne sais pas. En tout cas, la question qui se pose à l'heure actuelle, effectivement, que ce soit pour la Chine, pour les États-Unis ou pour la Russie, c'est quel monde, quelle scène internationale se profile sur les années qui vont venir. Est-ce qu'on va glisser vers un monde réellement multipolaire avec la Russie d'un côté, ou en tout cas l'axe russo-chinois, l'axe américain, Union européenne ? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, on voit quand même que la Chine est en train de s'affirmer en tant qu'énorme puissance militaire. Ils sont en train de créer de nombreux porte-avions, des sous-marins nucléaires. Ils développent des missiles hypersoniques qui seraient capables d'atteindre, qui seraient capables de franchir sur des kilomètres et des kilomètres. On voit aussi que la Russie, finalement, s'en sort plutôt pas si mal en Ukraine, qui sont en train d'arriver progressivement, lentement, mais finalement sûrement à leur objectif de conquête du Donbass, de conquête du sud de l'Ukraine. Donc comment vont réagir les États-Unis face à ces offensives ? En fait, finalement, c'est ça la question qui va se poser. En 10 secondes, Yves Bourdillon, pour conclure. Taïwan, c'est juste un élément de la stratégie d'expansionnisme chinois, puisqu'on sait qu'ils ont ce qu'ils appellent la ligne des 9 traits, c'est-à-dire que toute la mer de Chine méridionale, ils disent que grosso modo c'est à nous, au plus près des rivages des pays Philippines, Indonésie, Vietnam, et donc on voit très bien la politique chinoise qui va bien au-delà de Taïwan. Merci beaucoup Yves Bourdillon, merci William Tay, merci Geoffroy-Antoine d'avoir débattu, décrypté l'actualité ce soir dans On peut tous dire. Je vous le rappelle, demain matin, 8h15, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera sur CNews, l'invité exceptionnel, interviewé par Loïc Signor dans la matinale, donc demain à 8h15. En attendant, l'actualité continue sur CNews. Restez avec nous. Excellente nuit.